Bonjour, je m'appelle Édouard Ganassia, je suis endocrinologue échographiste à Sète et à Paris. Je pratique l'échographie de la thyroïde et l'échographie cervicale depuis 2007, donc ça fait 19 ans, un bon bout de temps déjà. Quand j'ai commencé à faire de l'échographie, au bout de 3 ans, j'ai stagné, j'avais aucun moyen de faire ma formation continue parce que l'échographie pour le clinicien, pour l'endocrinologue, c'était pas dans les mœurs, même si on était quelques-uns, dont celui qui m'a inspiré à en faire, il n'y avait rien finalement. Donc je me suis débrouillé, même à la suite de ma propre formation qui a été inspirée par mon mentor, Hervé Montpessen. J'ai même mis sur pied une formation qui est aujourd'hui les ateliers thyroïde de Sète. C'est vraiment pour moi une passion, presque une mission, de former tous ceux qui ont envie de faire une échographie cervicale, une échographie thyroïdienne de qualité, entre autres au travers de vidéos comme celle-ci, qui sont finalement les vidéos que moi j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé l'échographie cervicale. Bienvenue dans ma pièce d'échographie. C'est une salle qui doit avant tout permettre de réaliser l'échographie, mais également toutes les techniques diagnostiques et interventionnelles associées, en tout confort pour le praticien et le patient, et surtout en toute ergonomie. Voilà pourquoi je vous conseille de prendre le temps de choisir un divan, prendre le temps de choisir également un tabouret, parce que vous allez y passer vos journées, et il est essentiel, non seulement que vous ne développiez pas de troubles musculo-squelettiques, mais également que ce soit un plaisir, un confort au quotidien. Pour vous présenter, pour faire un petit peu un panorama de l'échographie cervicale, ça va être de vous présenter les différentes structures que vous pouvez trouver dans le cou. Nous allons commencer par les différents viscères, et en particulier donc par la thyroïde. Et remarquez déjà que la position va être importante. Pourquoi? Donc voilà une image, mais vous remarquez qu'il y a des petites hétérogénéités dans l'image. Maintenant, je vais demander à mon patient de tourner la tête par ici, et là, remarquez comme on voit beaucoup mieux la thyroïde. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, nous avons le sternocléidomastoïdien qui offre une acoustique impeccable et qui évite certains artefacts que nous verrons. Alors, ici, donc, nous avons la thyroïde. Donc, la thyroïde, vous avez le lobe droit ici, vous avez l'isthme, et si je fais tourner la tête à mon patient dans l'autre sens, on va se remettre en acoustique. Vous avez ici son lobe gauche qui est souvent plus petit que le droit. On va refaire tourner la tête maintenant par là. Et là, vous remarquez, donc il est en position centrale, et vous allez remarquer ici qu'il y a une sorte de petit cône d'ombre. Donc maintenant, je vais demander à mon patient de tourner la tête tout doucement vers moi, et ensuite de la tourner dans l'autre sens assez rapidement. Et vous allez remarquer donc le déplacement de ce petit cône d'ombre qui pourrait faire passer cette image pour une hypoéchogénicité qui n'est pas une vraie, qui est tout simplement liée à une interférence avec le bord médial du sternocléidomastoïdien. Ensuite, donc, on peut mesurer bien sûr ces lobes. Une méthode de mesure que j'aime beaucoup dans la méthode de l'essuie-glace, c'est-à-dire de trouver le bord le plus inférieur du lobe. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, c'est de manipuler la sonde comme un essuie-glace, comme vous le voyez, et de trouver l'endroit où on a la plus grande longueur. Il ne s'agit pas forcément de la dimension la plus exacte, mais c'est bien sûr la plus reproductible, puisqu'à chaque fois, vous mesurerez la même chose. Et j'en profite ici pour mesurer également dans le sens antéro-postérieur. Ensuite, je regarde ma sonde et je vais la tourner exactement à 90 degrés pour mesurer ici, dans l'axe transversal. D'accord? En partant de quoi? Ici, vous remarquez, on dirait une voûte. Et une voûte, il y a bien sûr la clé de voûte, mais moins connue, il y a le point remarquable. Qu'est-ce que c'est que le point remarquable? C'est l'endroit où le demi-cercle de la voûte va se mettre à être vertical. Et quand on l'a repéré, eh bien, on part de ce point et on va tracer le plus grand axe. Encore une fois, il ne s'agit peut-être pas de la vérité absolue, mais il s'agit de la même façon de mesurer à chaque fois, et vous êtes sûr de ne pas avoir de variabilité intra-observateur. Donc voilà pour la thyroïde. Ensuite, on va regarder bien sûr
son échogénicité. Donc son échogénicité, elle s'apprécie en regardant les muscles de l'aponévrose médiane et même maintenant le sternocléidomastoïdien qui a été validé pour ça. Et vous voyez qu'il y a une différence, un gradient entre le tissu thyroïdien. Je vais demander à mon patient de tourner à nouveau la tête. Voilà, donc là vous voyez, le gradient il est flagrant entre le muscle et le parenchyme. Ça s'appelle le gradient musculo-parenchymateux et la perte du gradient musculo-parenchymateux signe l'hypoéchogénicité. L'évaluation de la texture interne, on pourrait la dire homogène ou hétérogène, mais il est vrai que maintenant, avec le grand degré de précision des images échographiques, on peut avoir, surtout si on a utilisé auparavant d'autres échographes, une discrète impression d'hétérogénéité, qui n'est pas le cas ici, elle est parfaitement homogène. On va décrire ses contours, ils peuvent être lisses comme ici, sinon ils peuvent être également festonnés, voire bosselés, ou si vous ne les voyez pas, ils peuvent être simplement flous. Mais dans le coup, il n'y a pas que la thyroïde. Et là, je vais peut-être vous surprendre, un des dogmes était qu'on ne pouvait pas voir les parathyroïdes normales. Eh bien, on peut voir en fait les parathyroïdes normales. Je vais explorer la zone P, qui est la zone de présence des parathyroïdes. Et là, vous allez voir que juste sous la thyroïde, on va trouver une petite structure ici, qui est en fait échogène, on pourrait dire isoéchogène. Voilà, et cette petite structure qui pourrait passer inaperçue, on va la retrouver ici en coupe longitudinale. Et cette petite structure, dont vous voyez qu'elle n'est pas en continuité avec la thyroïde, eh bien, c'est très certainement une parathyroïde normale. On va voir son image en Doppler, on peut jouer sur la gamme dynamique pour augmenter son contraste, et là on voit très bien que donc cette petite image, on peut voir en son sein une petite image vasculaire ici, à côté, qui est très certainement son petit pédicule artériel qui provient de l'artère thyroïdienne inférieure. En arrière de l'interface du sternocléidomastoïdien, on va très bien voir ce cône d'ombre se déplacer et provoquer donc cette image hypoéchogène en arrière de l'interface. Alors, maintenant que nous avons donc vu la thyroïde et les parathyroïdes, nous allons remonter un petit peu, puisque là nous sommes en bas du cou, et nous allons remonter dans l'angle mandibulaire et retrouver ici la glande submandibulaire gauche, qui a généralement la même échogénicité que la thyroïde. Si je me déplace en dehors et que je tourne ma sonde, je vais bien sûr trouver l'autre glande salivaire ici, qui est la glande parotide. Et là, je me déplace du bas vers le haut verticalement, parotide, paraotis, à côté de l'oreille. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais de ganglion dans la glande submandibulaire et qu'on peut en avoir par contre dans la glande parotide. Même chose de l'autre côté, puisqu'elles sont paires. Donc voici la glande submandibulaire droite. Si je me déplace, comme vous voyez, plus en dehors et plus en hauteur, on trouve l'autre glande parotide. Nous allons maintenant faire une petite balade dans les aires ganglionnaires qui nous intéressent et on va commencer par le secteur 2. Donc le secteur 2, sa limite, c'est la glande submandibulaire, son bord latéral, d'accord, et nous sommes au-dessus de la bifurcation carotidienne. Nous sommes dans le secteur 2A. Comment on différencie le secteur 2A du secteur 2B? Eh bien, c'est tout simplement le bord médial de la jugulaire que l'on voit sur la droite de l'image. Et le secteur 2 se poursuit et là on va faire tourner la tête à notre patient, jusqu'à la fin, jusqu'au bord latéral du sternocléidomastoïdien que vous voyez là. Donc ici, nous entrons en secteur 5, jusqu'en bas, on va le balayer. Tant que nous sommes en dehors du sternocléidomastoïdien, nous sommes en secteur 5 tout au long du cou. Nous allons maintenant revenir sur les secteurs d'exploration les plus courantes. Donc ici, nous sommes dans le secteur 2.
Et là, nous allons passer la bifurcation carotidienne. Nous entrons dans le secteur 3. Nous allons continuer jusqu'en bas. Tant que nous voyons le sternocléido-mastoïdien, nous sommes dans le secteur 3. On ne passera dans le secteur 5 qu'au niveau de son bord latéral. Et ici, nous allons continuer jusqu'à voir arriver, glissant tranquillement comme vous le voyez en haut de l'image, ici, nous voyons l'homoyoïdien. Et là, lorsque l'homoyoïdien croise la carotide, nous entrons en secteur 4. Secteur 4 que nous pouvons embrasser jusqu'au bord latéral du sternocléido-mastoïdien. Ici, vous voyez, l'homoyoïdien reglisse en position médiale. Nous sommes repassés en secteur 3. Et si l'on remonte, ici, nous passons la bifurcation carotidienne. Nous entrons en secteur 2. Alors, la place de l'échographie, c'est une vaste question. La première, elle est classique, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies dans lesquelles l'échographie est indiquée. Ça, c'est les recommandations de la HAS, c'est les consensus, donc bien sûr les nodules thyroïdiens, bien sûr les goitres, moins connus, mais tout de même recommandés par la HAS dans les dysthyroïdies. Ça a sa place dans les hyper et dans les hypothyroïdies. Ça a sa place dans les hyperparathyroïdies également, hyperparathyroïdie primaire. Ça a sa place dans l'écoguidage des cytoponctions, des microbiopsies et des gestes interventionnels thérapeutiques comme l'alcoolisation et la thermoablation. Ça, c'est le classique. Il y a une deuxième place qui est finalement quelque chose qu'on ne voit pas dans les bouquins, quelque chose qui fait partie du quotidien, quelque chose qui se fait dans l'inconscient des praticiens, qui va être la corrélation entre tous les paramètres classiques de l'endocrinologie thyroïdienne et l'échographie. Un petit peu comme un cardiologue qui va mettre son stéthoscope et qui, au bout d'un moment, va avoir l'habitude de voir des choses au-delà de ce qui est décrit dans les bouquins. Il y a une intuition échographique, une intuition clinique qui naît au fur et à mesure de la pratique. Et les deux se nourrissent tellement que tous les endocrinologues que je connais depuis longtemps, qui sont passés à l'échographie, ne voient plus la thyroïdologie clinique de la même façon, du même œil, développent quelque chose en plus. La troisième place, c'est en pré-thérapeutique. C'est-à-dire, je trouve qu'encore aujourd'hui, la chirurgie, par exemple, pourrait être grandement facilitée, et les chirurgiens qui ont recours à l'échographie préopératoire pourraient être grandement facilités par cette imagerie préopératoire qui va non seulement assurer au chirurgien que l'indication est bien posée, mais également le prévenir par exemple de la possible présence d'ectopies qui feront que la thyroïdectomie ne sera pas forcément totale si il n'a pas enlevé les ectopies. Un chirurgien, il n'a pas des ultrasons à la place des yeux. On pense souvent que quand il ouvre, il voit tout. C'est pas vrai. Nous, nos ultrasons, ils voient à travers les tissus que le chirurgien est obligé de disséquer. Et également avant thermoablation, qui est une procédure qui se développe de plus en plus, qui nous a poussé à regarder les nerfs, par exemple, et à utiliser l'échographie comme repérage pour éviter les complications, même faciliter notre installation au moment de la procédure. Cette échographie pré-procédure qui va finalement aider soit le praticien qui réalise lui-même son échographie, ce qui serait le mieux, qu'il soit chirurgien, endocrinologue ou radiologue, ou au service des autres. Je trouve que c'est une place que l'échographie a encore à conquérir dans le cœur surtout de ceux qui opèrent, mais à qui on doit apprendre, qui a un intérêt. Sinon, quel intérêt ils auraient à la prescrire? Donc voilà, je pense que l'échographie est un très bel outil, intégré à la clinique, intégré à la démarche de soins d'une manière générale, à condition qu'ils aient été formés à ce que cet outil pouvait leur apporter.